C'est difficile d'aborder l'informatique quantique sans avoir quelques notions de base. Tu en as déjà évoqué quelques-unes. C'est ce qui fait finalement sa complexité. Alors, il y en a une, me semble-t-il, qui est importante. Hein, tu le mentionnes évidemment et tu y passes un certain temps dans ton ouvrage. C'est la quantification de l'énergie. Ça, c'est un domaine extrêmement important de l'informatique quantique. Oui, alors d'ailleurs, on ne quantifie pas que l'énergie. On peut quantifier d'autres propriétés physiques. Alors effectivement, dans un grand nombre de types d'ordinateurs quantiques, le principe de base, c'est d'être capable d'avoir plusieurs objets quantiques, qu'on appelle des qubits. Donc ça veut dire quantum bit. Donc c'est en gros un bit qui a... Un bit classique, c'est un objet qui n'a que deux valeurs possibles, 0 ou 1. C'est l'information la plus pauvre et simple qui puisse exister dans la nature. Ça fait référence au théorème de Shannon en 1947, et c'est sur ça qu'est basé le numérique d'aujourd'hui. L'idée du quantum bit, c'est que c'est un objet qui superpose 0 et 1, et cette superposition permet de manipuler en gros l'équivalent de deux nombres qui définissent cette superposition. C'est la proportion en gros de 0 et de 1. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut avoir un objet quantique, qui peut être un atome, un photon, un électron, qui a une capacité à être superposé en deux états différents. Alors par exemple, si c'est un atome, ça va être deux niveaux d'énergie différents. Si c'est un électron, ce ne sera pas forcément un niveau d'énergie, ça sera le spin, qui est une sorte de moment angulaire. C'est une propriété qui n'est pas descriptible d'un point de vue physique. C'est une propriété qui, en gros, va vers le haut ou vers le bas. On ne sait pas quoi ça correspond réellement. Ce n'est pas vraiment une rotation. C'est une propriété qu'on sait décrire mathématiquement et qu'on sait contrôler avec du magnétisme, avec des ondes électromagnétiques. Et cette propriété, elle est haut-bas et ça devient un objet à deux états. Donc le principe de base de l'informatique quantique, c'est d'être capable de manipuler un objet nanoscopique qui a deux états possibles, qui peuvent être superposés. Donc on peut superposer les deux états en même temps et contrôler le poids des deux avec en gros des lasers ou des ondes électromagnétiques. Oui, c'est cette question de superposition aussi sur laquelle beaucoup de gens peinent un petit peu à comprendre. Hein. Il y a de quoi. Hein. Oui, il y a largement de quoi. En effet, d'ailleurs, souvent en voulant simplifier, finalement, on finit par dire des contre-vérités. Et la superposition, ça veut dire que ça peut être 0 ou 1, ou 0 et 1, ou 0 plus 1. Enfin, c'est... Voire 0 moins 1. Ouais. Alors en fait, la superposition, il y a plein de manières de l'expliquer. D'un point de vue physique et d'un point de vue du calcul. Je crois que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de considérer qu'un objet quantique, quel qu'il soit, un atome, un électron, un photon, en fait, il faut regarder son comportement ondulatoire. On a bien vu, il y a cette notion de dualité onde particule. Un électron, il se comporte à la fois comme une particule qui tourne autour d'un noyau d'un atome, par exemple, ou qui peut être un électron libre qui circule dans une structure cristalline, comme dans les métaux. Un photon, c'est plutôt une onde, mais en fait, quand le photon tape sur un atome, ça devient plutôt une particule avec un moment cinétique. Donc cette espèce de dualité est un peu bizarre. Alors la meilleure manière de comprendre la superposition, c'est en gros, de s'attacher au comportement ondulatoire de ces objets quantiques. Et c'est facile de comprendre que deux ondes s'additionnent pour faire une troisième onde. Ah oui. Par exemple, l'analogie, même si elle ne vaut pas grand-chose, mais elle permet de comprendre dans le langage courant, si on a deux notes de piano, ça va être deux ondes de base, hein, le La et le Do. Mais si on tape les deux notes en même temps, bon, le cerveau, il entend des harmoniques, mais il entend, on va dire, une troisième note, qui est une note composée. Et selon qu'on tape plus fort sur le Do ou le Si, quand on tape sur les deux à la fois, on n'aura pas le même ratio et on n'aura pas la même harmonique. Le cerveau ne va pas entendre exactement la même chose. Le quantique, c'est un peu la même chose. Selon la force qu'on a sur le 0 et le 1, qui sont deux ondes, on aura deux ondes différentes. On aura un résultat qui est une onde différente. Et l'information est encodée, en gros, sur la quantité de la première onde, la quantité de la deuxième onde, et ça fait une troisième onde. Si le 0 et les 1 étaient du noir et du blanc, ce qui est d'ailleurs vrai en informatique graphique, ce serait les niveaux de gris justement qui sont... Voilà, alors les mathématiciens et les physiciens qui font du calcul quantique, souvent ils représentent en fait cette superposition comme un point sur une sphère en fait. C'est-à-dire que, oui, en gros, on est à 0 quand on est au pôle nord, on est à 1 quand on est au pôle sud, et dans toutes les autres positions, par exemple sur l'équateur, on est dans des états superposés. Et donc, quand on est sur l'équateur de cette sphère qui s'appelle la sphère de Bloch, on est dans un état qui correspond à autant de 1 que de 0, puisqu'on est pile poil équidistant du 0 et du 1, sauf que alors je me trompe toujours entre latitude et longitude, la longitude, c'est-à-dire l'endroit où on est sur l'équateur, va définir la phase, en fait, d'un signal. Et une onde, on sait qu'il y a une phase dans une onde, en tout cas une onde sinusoïdale. La phase, c'est en gros où est-ce qu'on est quand on part du point de départ. Est-ce qu'on est pile poil à 0 ou est-ce qu'on est un peu décalé? Donc ça va définir la phase du signal. Et pourquoi la phase est importante dans une onde, dans le cas d'une superposition quantique, c'est que la phase permet d'envisager de faire des interférences
Si on additionne par exemple deux ondes qui sont décalées en phase, ça créera une interférence destructive. Si par contre on a la même phase, on va faire une interférence additive. Et ce qui est intéressant, quand tu mentionnais tout à l'heure la dualité onde-particule, qui est aussi un des concepts fondamentaux de l'informatique quantique, c'est que finalement ça réconcilie à la fois Thomas Young et Max Planck, qui à un moment donné avaient des avis qu'on pouvait considérer opposés. Pas forcément, parce qu'en fait, Planck, fondamentalement, à l'époque, il n'a même pas fait le lien entre le rayonnement du corps noir et le rayonnement électromagnétique. Hein. Pour lui, c'était un phénomène thermodynamique qu'il n'explique pas trop en détail. Il pensait que c'était juste des excitations des atomes dans le four. Il n'a pas réellement créé... Il ne s'opposait pas à Young. Non, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. On peut considérer que Planck, il a créé en gros 4% de la physique quantique. Hein. Le gros de la physique quantique a été créé en gros entre 1920, on va dire 1913 et 1927, alors que Planck c'est 1900. Le fondamental c'est quand même Niels Bohr en 1913 qui définit le modèle atomique de l'hydrogène. Il dit qu'il y a un proton qui est au milieu, il y a un électron qui tourne autour, il va tourner à des orbites différentes qui vont définir les niveaux d'énergie. Il explique que quand on passe d'un niveau d'énergie à l'autre, ça correspond à l'échange de photons avec le reste de l'univers. Et ensuite, il y a Schrödinger qui définit ce qu'on appelle la fonction d'onde, qui décrit le fait que l'électron, il n'est pas à une orbite bien précise, il est dans un espèce de nuage de probabilité qui définit cette notion ondulatoire de l'électron. Donc tout ça, c'est venu progressivement. En fait, il a fallu une bonne vingtaine de physiciens qui ont tous eu des prix Nobel d'ailleurs. Ils sont sur une fameuse photo de 1927 au Congrès Solvay. Et en fait, il a fallu beaucoup de monde pour créer cette base théorique de la physique quantique. Alors c'est intéressant parce que celui qu'on associe à la physique classique, hein, Einstein, il fait partie aussi de cette aventure du quantique. Tout à fait. En fait, Einstein, c'est assez marrant parce que en 1905, dans ce qu'on appelait à l'époque, qu'on a appelé l'année Mirabilis, l'annus Mirabilis, il a publié 5 papiers. Il a publié sa thèse, que tout le monde a oublié. Il a publié un papier sur la mécanique des fluides. Il a publié un papier secondaire sur la théorie de la relativité restreinte, bien connu, E égale MC2, ça vient de cette époque-là. Et il a publié un papier sur l'effet photoélectrique. Donc en gros, c'est un papier qui expliquait la manière dont un photon qui arrivait sur un métal, c'était un photon ultraviolet, je crois, dans les expériences de l'époque, allait expulser un électron du métal et créer du courant électrique. C'est ce qu'on fait dans des cellules photovoltaïques ou qu'on fait dans la photosynthèse dans les plantes. C'est ça le principe. Donc il a expliqué ce principe-là, mais par la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il fallait que le photon qui arrivait sur la structure métallique, il fallait qu'il ait un niveau d'énergie suffisant pour dégager l'électron. Et il a eu le prix Nobel pour ça, pas pour la théorie de la relativité. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, Werner Heisenberg, lui, sa pierre ajoutée, c'est sur l'indétermination. En fait, c'est pas vrai. Oui, ok. Non, mais c'est ça qui est marrant. Très souvent, on a des idées préconçues, mais en fait, c'est pas vrai. La principale contribution de Heisenberg, c'est le modèle mathématique matriciel qui définit les états quantiques. Mais on a tous retenu le principe d'indétermination. Et d'ailleurs, l'équation d'indétermination... Même sur Wikipédia. Hein. Mais oui. Et là, l'équation d'indétermination qu'on attribue à Heisenberg, c'est pas lui qui l'a créée en plus. C'est un type qui s'appelle Kennard aux États-Unis. C'est même pas lui qui l'a créé. Alors, comment tu fais la différence entre dualité, onde particule, et indétermination? C'est pas la même chose. Ça se complète, un peu. Non, c'est pas du tout la même chose. La dualité, c'est le fait qu'un objet quantique va se comporter comme une onde dans certains cas, notamment quand on n'y touche pas, c'est plutôt une onde. Puis quand on va le mesurer, il va devenir une particule, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et l'indétermination, c'est le fait que des grandeurs physiques associées à un objet ne pourront pas être mesurées avec une grande précision en même temps. Alors, oui, il y a un terme aussi tout à l'heure que tu as évoqué qui est l'intrication. Quant à deux particules, là, qui nous emmènent presque du domaine de la téléportation, quoi, avec ces idées de particules qui peuvent être distantes, mais possiblement d'une grande distance, et qui vont se comporter et évoluer de la même manière. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle deux particules intriquées, en général, c'est des particules qui ont un passé commun, et elles constituent un seul objet, en fait, et avec une interdépendance. Oui, ils ont quand même un passé commun. En général, ils ont un passé commun. Il y a des gens qui ont réussi à faire des expériences un peu tordues où il n'y avait pas de passé commun, mais en général, c'est un passé commun. Donc, l'expérience d'Alain Aspect, qui lui avait eu le prix Nobel, c'est une expérience où, en fait, il excitait des atomes de césium, et ces atomes de césium, avec des transitions énergétiques, étaient capables de générer deux photons de fréquences différentes, mais qui étaient interdépendants. Et quand il mesurait la polarisation d'un des photons, et qu'il mesurait ensuite la polarisation d'un autre photon, et en décidant d'ailleurs de l'axe de polarisation au dernier moment, ils se rendaient compte que, statistiquement, leur polarisation était corrélée. Et là où l'intrication est trompeuse, c'est qu'il y a une corrélation du résultat de la mesure, mais c'est un résultat qui est aléatoire.
C'est pas un résultat déterministe. C'est pas je dis que le premier est à 1 et l'autre va être à 1 et magie, j'ai transféré une information instantanément. Non, on mesure en même temps deux états qui sont aléatoires et ils sont corrélés. Et bien ça ne permet pas de transférer de l'information tout seul et pas plus vite que la lumière. Alors par contre, des physiciens, notamment l'autre prix Nobel de physique qui s'appelle Anton Zeilinger, qui est autrichien, en gros un collègue d'Alain Aspect en Europe, il a eu le prix Nobel, lui, parce qu'il a créé un protocole qui s'appelle le protocole de téléportation, qui permet d'envoyer un état quantique, c'est-à-dire, en gros, l'état de superposition d'un qubit, superposé entre 0 et 1, il est capable de l'envoyer d'un endroit à un autre, mais pas plus vite que la lumière. Parce que pour faire ça, on est obligé d'avoir un canal quantique avec un état intriqué, mais on est obligé d'avoir aussi un canal, en fait, en pratique, qui sont des canaux de transfert d'informations classiques, qui en gros des 0 et des 1 normaux. Et donc en mélangeant les deux, on va être capable d'envoyer un état quantique qui est cette espèce de superposition quantique de 0 et de 1 d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, quand c'est envoyé, le point de départ a disparu. Donc on ne peut pas garder l'information qu'on a envoyée, on ne peut que la transférer et elle disparaît du point de départ. Et je mesure à quel point les romanciers et auteurs de films de science-fiction sont tellement en avance sur... Ils sont largement en avance scientifiquement sur ce qu'on peut faire réellement avec la science. C'est clair. Et en même temps, ça fait rêver, c'est aussi ce qui fait avancer. Alors, après, il y a des impossibilités qui compliquent évidemment encore un petit peu plus la chose. C'est, comme tu le disais, la non-possibilité de cloner, l'impossibilité de copier. Alors, on pense à l'informatique, si on enlève le copier-coller, c'est quand même un petit peu gênant. Ah, c'est gênant, oui. En fait, on ne peut pas copier un état quantique à l'identique, notamment un état qu'on ne connaît pas. Si c'est un état qu'on connaît, on peut reproduire les conditions de sa création et le recréer. Mais un état qui est inconnu, indéterminé, on ne peut pas le copier à l'identique. On ne peut que l'intriquer avec l'identique. On n'a que deux possibilités. Soit on le garde là où il est, soit on l'intrique avec un autre état, et donc il se trouve que la copie va être interdépendante de l'original. Si on modifie l'original, ça modifie la copie. On ne peut pas copier de manière à ce que la copie ait une vie indépendante de la source. Mais malgré tout, on utilise ça. C'est une ressource technique qu'on utilise dans le calcul quantique, dans les communications quantiques, dans la cryptographie quantique, on utilise cette propriété-là.